Bonjour madame, bonjour monsieur, soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de Plaisir de lire sur Zouk TV. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagné par 3 invités et aujourd'hui à Zouk TV, nous mettons à l'honneur la femme puisque je suis le seul être masculin de la pièce. Donc c'est pour cela qu'à ma gauche, nous souhaitons la bienvenue à Madame Delors, Marie-Laurence, voilà. Bienvenue Marie-Laurence, c'est un plaisir de t'accueillir sur ce plateau. Et moi aussi, on remercie Ludovic et tous ceux qui nous écoutent. À côté de Marie-Laurence, nous avons une jeune qui s'appelle Naomi, contente d'être parmi vous. Bienvenue Naomi, nous aussi nous sommes contents de t'avoir parmi nous. Et à côté de Naomi, notre 3e invitée, Ambre. C'est la 2e fois que je viens. La dernière fois, j'avais présenté un roman de Bernard Werber. Et aujourd'hui, ça sera autre chose. Bienvenue à nouveau, Ambre. C'est un plaisir de t'accueillir parmi nous. Donc, dans Plaisir de lire, nous avons la possibilité de voyager, d'échanger. Nous pouvons voyager dans le temps, nous pouvons voyager dans l'espace. Nous pouvons aussi voyager par rapport aux idées. Donc, le livre va nous permettre de prendre plaisir avant tout. Et puis aussi de réfléchir à notre situation d'être humain sur cette terre. Et donc, c'est pour cela que nous allons commencer maintenant avec notre première invitée qui est Marie-Laurence. Alors, Marie-Laurence, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Je dirais qu'on va parler un peu de la philosophie et puis de quelqu'un qui est un grand philosophe, non pas en termes de hauteur, mais en termes d'idées. On va parler aujourd'hui d'Emmanuel Kant. Alors pourquoi j'ai choisi Emmanuel Kant? Parce que voici un homme qui est resté dans sa petite province de Königsberg et donc par conséquent qui n'a pas voyagé, mais qui a eu quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il a balayé plein de sujets, aussi bien l'éducation que la connaissance, que la religion, que la raison. Et donc, c'est pourquoi je l'ai choisi. Et la deuxième raison, c'est que, comme pour Descartes, il participe à l'élaboration d'une langue allemande, parce qu'il n'y a pas de philosophie sans langage. Et donc, voilà les raisons de mon choix. Alors, pourquoi l'éducation, traiter de pédagogie? Parce que moi, je pense que pour nous-mêmes, si on fait référence à Mantine dans Zobel, avec Zobel, on remarque je dirais en quelque part, notre raison d'être qui est l'éducation, c'est-à-dire l'importance fondamentale. Donc, je l'ai choisi pour ça aussi. J'ai choisi aussi de parler de pédagogie et d'éducation parce que Kant fait un certain nombre de distinctions. Dans ce traité, il parle de 2 choses. Il parle de l'éducation comme il parle de l'homme. Alors, qu'est-ce que c'est que l'homme? Il faut bien comprendre qu'il y a 2 niveaux. Il y a l'homme comme personne, et c'est ce qui nous intéresse, et puis il y a l'homme comme un individu avec ses penchants, avec son animalité, ses tendances. Et ce qui est important, c'est qu'il nous dit que ce qui nous définit, c'est d'abord cette personne. Cette personne qui est un sujet. Le sujet, ce n'est pas la même chose qu'un objet. Un objet, c'est un moyen en vue d'une fin. Là, j'ai une pointe bic, c'est un objet. C'est moi qui lui donne sa finalité, son objectif. Maintenant, une personne, c'est une fin en soi, c'est-à-dire que c'est moi qui décide pour moi-même. Donc, c'est ça qui est important. C'est de comprendre que derrière l'homme, il y a une personne. Un sujet et non un objet. Et cette personne
c'est un sujet libre, c'est-à-dire autonome, capable de répondre à des règles. Cette personne a une moralité, c'est-à-dire des valeurs. Et c'est ça qui est intéressant dans ce traité de pédagogie. Deuxième chose, c'est qu'il distingue deux choses dans l'éducation. L'éducation, c'est pas du dressage. Le dressage, c'est la discipline tout court. Tiens, l'eau, fais ça, l'eau, obéis-moi. Ça, c'est du dressage. Autrement dit, on indique à cet enfant que c'est l'obéissance sans réflexion à la parole de l'adulte. Or, justement, dans l'éducation, il y a deux aspects. Il y a la discipline, parce que sans discipline, on ne peut pas aller vers la formation. Et le deuxième aspect de l'éducation, c'est la formation. Donc, la formation, c'est d'abord l'élévation. Je dis bien l'élévation, c'est-à-dire qu'on part de certains niveaux et on va monter au fur et à mesure. Non pas en termes de simplement compilation de connaissances, mais en termes de valeur. Et ce qui est intéressant dans l'un des passages que je soumets à votre lecture, oui, vas-y, tu peux. L'importance de l'éducation, il dit que l'homme ne peut devenir homme que par l'éducation. Il n'est que ce qu'elle le fait. C'est important. Ça veut dire que, en quelque part, nous ne sommes ce que nous sommes que parce que nous recevons une éducation. Donc, autrement dit, il n'y a pas une essence, mais il y a une fabrication de l'humain. Et grâce à quoi? Grâce à l'éducation. Cette éducation permet justement l'élaboration, la fabrication de sujets libres et autonomes. Parce qu'il le dit plus loin dans le texte, le but de l'éducation, ce n'est pas avoir des compétences, c'est d'être un sujet libre et autonome. L'autonomie a à voir avec la liberté. Mais comme il distingue la liberté comme indépendance et la liberté comme obéissance à la loi. Une petite question. L'éducation telle que présentée par Kant, est-ce que ça reste dans le domaine de la sphère qu'est le foyer, par exemple, ou est-ce que c'est lié à l'école, ou ça concerne n'importe quel aspect? Ça concerne l'ensemble, parce qu'il y a une éducation qui est donnée à la maison, par exemple, la mise en place de règles. Oui. Quand un bébé naît, on lui apprend à faire ses nuits. Et pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas encore cette différence entre la nuit et le jour. C'est le résultat d'un apprentissage. Ça concerne aussi bien donc le foyer que l'école. Autrement dit, il y a une poursuite. Donc, la mise en place de règles à la maison et l'instruction aussi. Mais l'instruction n'est pas seulement théorique. Il y a aussi toute la base pratique. Parce que, qu'est-ce que l'éducation, comme dit Kant, sinon que prendre soin d'eux? C'est ça, éduquer. Éduquer, c'est prendre soin, protéger. Et protéger de quoi? Eh bien, protéger de nos excès. Un enfant a des excès, comme des adultes aussi ont des excès. Donc, l'éducation, c'est justement le fait de, eh bien, il faut limiter les excès. Donc, un jeune enfant, il va toujours aller vers la bulle de la liberté, faire ce qu'il veut. Et le rôle de l'éducation, c'est de le ramener à être une personne, un sujet. Et cette éducation, elle concerne uniquement l'enfant ou bien l'adulte est concerné par l'éducation? Oui. Est-ce qu'on peut dire que le stade d'adulte, c'est la fin
de l'éducation ou bien est-ce que c'est une nouvelle présentation de... Alors, je prends sur deux aspects. Le premier aspect, c'est que quand tu es bien conscient qu'il y a une difficulté de l'éducation, ça suppose que la personne ou les personnes puissent avoir été éduquées. D'accord? Autrement dit, soit en capacité de. Mais il part du point de vue que chaque individu est en capacité d'éduquer l'autre. D'accord? C'est-à-dire, on va prendre soin de soi et aussi prendre soin des autres. D'accord? L'éducation, ce n'est pas quelque chose qui est limité dans le temps. C'est quelque chose qui est dans l'infinité de notre humanité. Parce qu'en réalité, l'éducation n'est pas quelque chose qui est uniquement lié à une question de compétence, comme moi je dis. Et comme dit Kant, c'est faire de nous des êtres, des sujets. Et ça, je dirais que comprendre que l'éducation, ce n'est pas la contrainte. Et ça, c'est important. C'est prendre conscience de ses obligations. La contrainte, ce n'est pas la même chose que l'obligation. Bien souvent, nous croyons que nos vies sont peuplées de contraintes. Mais en réalité, si on pense ainsi, c'est parce que le plus souvent, on ne prend pas toujours conscience que l'obligation, ça suppose la capacité que nous avons de décider ou de ne pas décider, de faire ou de ne pas faire. Je prends un exemple. Faire son devoir de mathématiques, c'est une obligation. Ce n'est pas une contrainte. Pourquoi je dis que c'est une obligation? Parce qu'à n'importe quel moment, un élève décide de remettre ou de ne pas remettre le devoir. Ce n'est pas la même chose qu'une contrainte quand un voleur a le pistolet sur ma tempe, il me dit la bourse ou la vie. D'accord. Donc la contrainte, c'est extérieur à moi. Ça s'impose à moi contre ma volonté. Par contre, l'obligation, c'est moi qui décide intérieurement. Oui. Est-ce que je peux juste poser une question par rapport à ça? Parce que vous faites une différence entre contrainte et obligation, mais finalement tous les choix nous reviennent. Donc même si on a le fusil sur la tempe, on peut choisir de donner sa vie plutôt que sa bourse. Ouais. Donc finalement, est-ce que contrainte et obligation ne se rejoignent pas au même endroit? Je dirais que dans l'opinion courante, on a cette idée que contrainte et obligation, ça veut dire la même chose. Non. Dans la contrainte, je n'ai pas le choix. Parce que donner la bourse, il peut être chez moi, pas bon moi, il va être chez moi. Donc, c'est un faux choix. Puisque je vais donner la bourse, je ne suis pas sûre d'être en vie. Je vais résister, je ne suis pas sûre. Par contre, dans l'obligation, c'est moi qui décide. Dans le cas du pistolet, je ne décide rien. La décision, c'est le bandit qui me tient en joue. C'est lui qui a la décision. Et moi, je suis dans la soumission totale à son désir, entre guillemets, à sa volonté d'avoir la bourse à tout prix. Finalement, sa volonté, c'est plutôt de vous tuer ou de vous garder en vie. Et vous, votre volonté, c'est de garder ou donner votre bourse. Oui, mais ça, c'est pas une volonté. Ma volonté est contrainte à ce moment-là. Autrement dit, c'est lui qui est libre de faire cesser ma vie ou de me la laisser et dans des conditions les plus déplorables. D'accord? Donc, tant que ça vient de moi, c'est moi qui décide, en conscience ou pas, parce qu'il y a des niveaux plus ou moins bas de conscience, d'accord? Ou de connaissance de mes choix. Mais il n'empêche que je garde un élève qui ne remet pas son devoir, il a exercé son choix, mais c'est le plus bas degré. Oui, parce qu'il ne va pas s'entraîner. C'est vrai. Kant, est-ce que tu peux nous rappeler de quelle époque date Kant? Eh bien, on va dire que à cheval entre 17e et 18e, c'est l'époque moderne.
il lit Rousseau, etc. Donc, c'est un homme qui n'est pas tellement sorti de chez lui et de son quartier, mais qui a reçu beaucoup de gens anonymes chez lui. Donc, il a été ouvert au monde. Manière de nous dire que on peut rester chez soi et voyager parce qu'on rencontre des gens nouveaux et des gens inconnus. Donc, d'une certaine façon, si j'extrapole de façon volontaire, il a vécu une sorte de confinement de son époque, ou un confinement volontaire. Oui, un confinement volontaire. Parce qu'il marchait toujours au même endroit. C'est un homme qui avait un métronome. C'était 15 minutes de marche toujours au même endroit. Et sa biographie montre qu'il a dérogé que 2 fois au même parcours. Donc, nous qui vivons justement ce certains appellent une époque de restriction de liberté ou autre, le traité de pédagogie serait intéressant à lire. Oui, ça serait intéressant à lire parce que tant que je vis les choses de façon extérieure, je vais toujours dire que c'est une contrainte. Pourquoi? Parce que j'ai une conception de la liberté comme sans limite. Or, justement, le but de l'éducation, c'est de me faire comprendre que, eh bien, justement, la liberté n'est une vraie liberté que lorsque je me fixe des règles à moi-même et que je me soumets à ces règles que j'ai choisies. Merci beaucoup, Marie-Laurence. C'est cette réflexion sur la liberté, les règles, les contraintes. Effectivement, parfois pour certains, ce n'est pas toujours évident de comprendre, puisque pour certains, la liberté rime avec l'absence de règles. Et on nous apprend que les règles sont faites pour nous aider à tout un chacun à vivre sa liberté. Et donc, si je fais tout ce que moi je veux, peut-être que je vous empêche, vous, de faire mais ce que s'il n'y a vous pas d'emploi du temps, je dis ça aux élèves, s'il n'y a pas d'emploi du temps, mon cabine, le demander, élève qu'à entrer là, il est. C'est ça, hein? Parce que l'emploi du temps, c'est un encadrement pédagogique. Hein? Oui, eh bien voilà. C'est vrai, c'est vrai. D'accord, c'est une belle réflexion. Merci beaucoup, Marie-Laurence. Donc, nous allons poursuivre notre réflexion maintenant avec Naomi. Donc, je ne sais pas, est-ce que nous allons parler de liberté, de contraintes, ou on va dans un autre registre? Je pourrais dire oui, il y aurait un lien avec la liberté, puisque ce sera sur sa légende personnelle. Je présente le livre de Paulo Coelho, c'est l'alchimiste. Et du coup, c'est le personnage principal, il s'appelle Santiago. Et c'est un Andalou qui voyage vers les pyramides d'Égypte. Et il est en quête de sa légende personnelle. Il voyage pour la relation, pour la révélation de sa légende personnelle. Il s'agit en fait donc d'un récit, d'un voyage initiatique qui permettra à Santiago de voir le véritable sens de la vie. Donc, pour faire plaisir à ses parents, tout d'abord, il étudie l'espagnol, le latin, parce qu'en fait, il veut devenir prêtre. Enfin, il veut devenir prêtre par rapport à ses parents, puisque c'est ce que ses parents veulent pour lui. Mais à ses 16 ans, il a pris la décision de faire vraiment ce qu'il veut, donc c'est-à-dire être berger. Donc, il a ses moutons, il vend les laines de ses moutons, il vit de sa passion, si on peut dire. Et du coup, il est même solitaire. Et puis, tout commence en fait à travers un rêve qu'il a eu. Donc, il a fait, dans ce rêve, il a vu qu'il y avait un trésor au pied des pyramides d'Égypte. Et il l'a pris pour but, c'est-à-dire qu'il a voulu partir vers ce pays qui est l'Égypte. Donc, tout au long de ce livre, ça m'a permis en fait de me demander à chaque fois est-ce qu'il va l'atteindre, ce but réellement. Et pour cela, il a tout abandonné. Ça l'attristait puisqu'il a abandonné ses moutons, qu'il était habitué quand même.
puisque je rappelle, il était solitaire, il était dans le désert, il parlait même à ses moutons, enfin, c'était sa compagnie. Et pour lui, puisqu'il a abandonné tout, parce qu'il était tellement concentré vers cette quête, que pour lui, la possibilité de réaliser un rêve rend la vie intéressante. Et du coup, il a ouvert son cœur, son esprit vraiment à ce voyage. Et ça lui a permis aussi de découvrir le monde, puisqu'il a voyagé. Il a été au Maroc, tout d'abord, ensuite par le désert du Sahara. Et il a rencontré pas mal d'épreuves, mais malgré tout, il a continué son chemin. Il a pu faire des rencontres vraiment remplies de sagesse à travers une gitane, plein de monde, une gitane, un marchand qui lui a permis de travailler pour pouvoir avoir de l'argent, pour pouvoir continuer son voyage. Il a pu rencontrer un moine, un guide, des guerriers, et notamment aussi une jeune femme dont il est tombé amoureuse. Et elle a pris la décision plus de le laisser continuer sa quête vers ce qu'il désirait, vers son trésor, pour ne pas l'empêcher d'atteindre justement son but. Et justement, ça l'a permis en fait de continuer, d'aller vers sa quête personnelle. Et puis au fur et à mesure, il apprend, il va rencontrer le personnage clé, on va dire, de ce livre, qui est l'alchimiste, qui va lui apprendre à ouvrir vraiment son cœur au bout de ses rêves, pour aller jusqu'au bout de ses rêves. C'est donc en fait en se questionnant sur lui-même que Santiago découvrira vraiment qui il est. Et donc finalement, c'est en se connaissant soi-même que l'on peut trouver la raison de notre existence. Et le vrai trésor, je puis dire, le vrai trésor que Santiago va trouver, c'est cette légende personnelle, tout simplement, puisque le désert peut paraître pour nous un paysage hostile, mais au contraire, pour moi, Santiago va apprendre plein de choses, puisque même l'alchimiste va lui dire « plonge-toi donc dans le désert », pour pouvoir trouver ces questions, pour pouvoir vraiment se concentrer et vraiment comprendre tout simplement ce qu'il a à comprendre. Et finalement, Santiago aura une grande révélation en arrivant au pied des pyramides, et là où l'attend son trésor. Et justement, le trésor qu'il a trouvé n'est-il pas dans la quête de ce trésor lui-même? Pourtant, Santiago, de nombreuses fois, on pourra le constater dans ce livre, qu'il a voulu abandonner. Mais heureusement qu'il y a eu toutes ces personnes qu'il a pu rencontrer, qui l'ont encouragé et qui l'ont aidé à continuer. Notamment cette jeune femme qui lui a permis, parce qu'il pouvait tout abandonner, arrêter et rester avec elle. Et il a été encouragé par elle de continuer. Et justement, ça l'a poussé à accomplir son rêve pour ne pas qu'il regrette un jour. Merci beaucoup, Naomi, pour cette présentation complète. Dis-moi, est-ce qu'il y a une morale dans cette histoire? Alors, pour moi... Qu'est-ce qui, toi, te touche particulièrement? Justement, ce qui me touche particulièrement, c'est que, tout d'abord, avant de lire un livre, quand je commence à lire le livre, je me présente la fin, et j'avais remarqué surtout qu'à la fin, je me disais, c'est un trésor, peut-être que ce sera des bijoux, je ne sais. Et au final, pour la fin, pour sans raconter la fin non plus, je peux surtout prendre conscience que par moments, on a tendance à se dire, à vouloir attendre quelque chose, mais on aura peut-être même bien plus que ce qu'on pense. Et du coup, c'est surtout ça qui m'a porté attention, et ça m'a plu dans ce livre. Voilà. Et
c'est selon toi, ce livre-là s'adresse à quel type de personnes? Est-ce qu'il s'adresse à des jeunes, des personnes d'âge mûr ou qui peut lire ce type de livre? Mais justement, moi qui ne suis pas une très grande lectrice, mais quand je lis vraiment un livre, c'est que ça m'a passionnée. Du coup, moi, je pense que toute personne qui arrive à lire, qui sait lire, peut le lire. Parce qu'il est vraiment bien. Et oui, c'est ça. D'accord. Donc, l'alchimiste. Donc, il y a le personnage de Santiago, c'est ça le personnage, et l'alchimiste. Donc, ce sont deux personnes différentes. Ah ben justement, moi, j'étais en train de me demander, au tout début, je pensais justement que l'alchimiste, ce serait le personnage principal. Et on s'attend à ça. Voilà, c'est ça, c'est le titre. Et au final, quand on fait quand on connaît le livre après, on se dit, mais pourquoi ce choix même de vouloir dire l'alchimiste et non pas par exemple Santiago et je pense surtout que c'est pour faire pour attirer l'œil du fait que l'alchimiste l'a beaucoup aidé dans sa quête personnelle et je pense que ça l'a permis aussi d'ouvrir ses yeux sur beaucoup de choses et en fait comme j'ai dit précédemment, ça a été vraiment le personnage clé de l'histoire. Et je pense que c'est vraiment... c'est pour ça. Dis-moi, tu as dit à un moment que le désert, c'est un vrai trésor. Oui. Alors bon, je trouve que ça c'est génial, hein, ça. Ça peut sembler complètement hors norme de le dire. Voilà, exactement, puisque c'est un endroit où on se dit, mais on est seul, c'est de la sécheresse, Et justement, ce personnage clé qui est l'alchimiste, va lui prouver, par divers moyens, que c'est peut-être même sa richesse, et de se reposer sur ce désert, justement. C'est génial. En plus, c'est un livre dont on m'en parle, ça doit faire 3 ans qu'on me dit lis ce livre. Je l'ai acheté, j'ai toujours pas eu le temps. Mais je pense qu'après ta présentation, vraiment, je vais trouver le temps pour le lire. Oui. Et moi, je me dis, puisque j'avais vu l'émission précédente où elle était présente et elle expliquait que c'est une grande lectrice et je me sens touchée parce que je me dis moi qui suis pas une grande lectrice j'ai réussi à lire un livre qui lit beaucoup n'a pas encore lu. Comme quoi le désert peut être un trésor. Oui. Non mais c'est le livre que tu présentes, Naomi, je le relis avec celui de Marie-Laurence tout à l'heure, puisqu'elle parlait de Kant. Et moi, je retiens l'image de Kant qui restait dans sa région, qui n'est pas trop sorti. Oui. J'ai même dit pour blaguer qu'il était d'une certaine façon confiné, un confinement volontaire. Ah, oui. Et cette idée de traversée du désert. Et la traversée du désert, peut-être je me trompe, mais pourrait être assimilée par exemple aux épreuves que nous avons tous. Oui. Ça peut être d'ordre personnel, familial, professionnel, autre. On a des moments où c'est plus difficile, hein, ça devient plus dur. Tu as parlé de sécheresse. La sécheresse, les choses ne se passent pas comme peut-être on avait imaginé des choses. On a dit, je vais faire ci, je vais faire ça. Les choses vont se passer de telle façon. Et puis finalement, on avance plus lentement ou on se pose des questions. On se dit, mais c'est pas ce que j'avais pensé. J'avais pensé autre chose. Exact, c'est vrai. Et cette idée, moi j'aime bien cette image du désert qui est un trésor, pas parce que moi j'avais pensé au début le désert a un trésor. On s'est dit ok on va creuser, on va trouver le trésor, mais oui, voilà. Le désert lui-même est un trésor dans le sens où de la difficulté, jaillit des solutions. Voilà, c'est ça. Et effectivement, ça. Comme tu dis, s'il y a difficulté, il y a solution. S'il y a problème, il y a solution. Après, on va peut-être pas trouver la solution en un claquement de doigts. Voilà, avec beaucoup d'apprentissage, même il a appris la patience, il a appris beaucoup de choses dans ce périple et vraiment c'est vraiment bien. D'accord. Donc, si Naomi a pu le lire, vous pouvez le lire. Et d'ailleurs, vous s'est engagé à le lire tout de suite après l'émission. Donc, chez moi, en plus, il est juste à côté du lit, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai aucune excuse. Ah ouais.
En tout cas, merci beaucoup Naomi, merci pour ton courage d'être venue, d'avoir présenté ce livre qui effectivement, beaucoup de personnes en parlent et je pense qu'il devient un incontournable de ce 21e siècle. Et justement avec ce moment de temps difficile que le monde connaît, je pense que la lecture peut justement nous aider à trouver les trésors. Exact. En tout cas, merci beaucoup Naomi. Merci à vous. Et donc nous allons finir, nous espérons, en apothéose avec Ambre. Eh bien, cette fois-ci, je suis venue non pas avec un roman ou un traité, mais avec une série en 4 tomes de manga. Parce que c'est vrai que le manga, c'est souvent un style qui est mis de côté. On le juge un peu mal, un peu vite. Je sais que ma mère, par exemple, elle ne supporte pas ne serait-ce que le mot manga, alors que j'ai commencé à en lire, j'étais déjà au lycée. Mais juste le mot, elle imagine de suite Dragon Ball, des gens qui se tapent. En plus, ma soeur avait peur de Dragon Ball étant petite, donc ça a encore plus marqué ma mère. Et là, pas du tout. J'ai choisi un manga tranche de vie. Donc c'est Le mari de mon frère. Je vous sors le tome numéro 2 ici. Et je trouve que c'est une super histoire qui... Mais tu le disais au début, on l'a tous vu un peu dans nos représentations de la lecture, c'est un voyage. Et là, ce que je trouve génial, c'est qu'on voyage au Japon, mais je trouve que entre la culture japonaise et martiniquaise, finalement, ce sont 2 cultures insulaires, même si le Japon est beaucoup plus grand que la Martinique, mais qui se rapprochent beaucoup. Par exemple, donc ça, c'est un livre qui traite de l'homosexualité. Et donc le postulat de départ, c'est Yaichi, qui a un frère jumeau, et son frère jumeau est gay. Et il est parti très tôt de la maison parce qu'ils ont grandi sans leurs parents. Et il est parti très tôt s'installer au Canada. Il a rencontré Mike, qui devient l'amour de sa vie. Ils se marient et passent leur vie au Canada jusqu'à la mort de Yaichi, qui est donc mort assez jeune, malheureusement. Et donc après la mort de son époux, Mike décide de faire un voyage finalement introspectif un peu au Japon afin de découvrir la culture de son défunt mari qu'il n'a jamais connue, puisqu'il s'était promis de voyager au Japon, mais ils n'ont jamais pu faire ce voyage ensemble. Donc, quitte à le faire, il décide de le faire quand même, rencontrer la famille de son mari. Et je trouve que cette histoire, elle est adoucie par la présence de Kana, la fille de Yaichi, qui finalement, elle est naïve, elle est candide et elle découvre la vie et l'amour finalement au travers des histoires que Mike lui raconte de son oncle. Et ce que j'aime beaucoup, c'est l'évolution des personnages, parce que finalement le personnage principal, c'est Yaichi. Yaichi qui connaît l'homosexualité de son frère, mais on est au Japon, c'est une culture un peu comme en Martinique. On sait, mais on va pas dire. On va pas en discuter vraiment. C'est-à-dire que c'est presque un sujet tabou. Et avec l'arrivée de Mike, tu peux plus te voiler la face. C'est ton beau-frère, finalement. C'est le tonton de ta fille. Et donc, il est obligé de l'accueillir chez lui parce que, pareil, ils ont aussi une grande hospitalité. En Martinique, si la veuve ou le veuf de quelqu'un de ta famille vient, tu l'accueilles les bras ouverts, même si tu n'étais pas d'accord avec tout ce qu'il faisait, tu l'accueilles. Donc au départ, il ne sait pas trop comment se positionner. Et ce qui est génial, c'est que c'est Kana, la petite fille, qui va lui apporter les réponses avec ses questionnements. Par exemple, alors je vais essayer de vous trouver un passage où elle dit... Elle va poser des questions à son père, en fait, et là, il va se rendre compte, mais est-ce que ma réflexion est la bonne ? C'est-à-dire que j'ai peur de l'accueillir parce qu'il est gay, je ne sais pas comment me comporter avec lui parce qu'il est gay et qu'il est amoureux de mon frère jumeau, donc c'est vrai qu'ils se ressemblent beaucoup, mais c'est pas pour autant qu'il va me sauter dessus, en fait, parce que... il sait que moi, je ne suis pas gay, moi, j'ai une fille, j'étais mariée, et finalement, ça aussi, c'est très important, je pense, dans l'histoire, c'est que c'est un père célibataire, et c'est un modèle familial très rare. En Martinique comme au Japon, généralement, c'est la mère qui s'occupe des enfants, et là, non, c'est le père, ce qui fait que même au début, on se demande, est-ce que la mère est morte ? Et on réalise qu'en fait, pas du tout, c'est juste qu'elle travaille, elle doit beaucoup voyager, ce qui fait qu'ils se sont séparés, mais ils sont toujours en très bons termes, et... il y a plein de choses en fait qui fait que Yaichi se pose des questions sur le regard des autres, parce que déjà il a eu du mal finalement à accepter le fait d'être un père célibataire, et là en plus il doit accepter d'être le frère d'un homme qui était gay.
Et ça se sait parce que c'est des petits villages, tout le monde parle avec tout le monde. Et sa grande crainte, c'était que sa fille soit persécutée à l'école. Parce qu'en fait, elle est tellement fière de son tonton Mike, qui est canadien, il est barbu, enfin, rien à voir avec un japonais. Genre, il a de la barbe, il a des poils, il parle anglais, il fait des câlins, parce qu'au Japon, ils sont pas très tactiles. Et donc, elle en parle à tout le monde, c'est la mascotte, elle a demandé à ses amis de venir le rencontrer. Et un jour, sa fille lui demande c'est quoi une mauvaise influence ? Et là, il se pose la question, pourquoi elle me pose cette question ? En plus, elle ne sait pas le prononcer, pour elle, c'est un seul mot, mauvaise influence. Et il lui explique, et là, elle fond en larmes, elle dit, mais papa, je ne suis pas une mauvaise influence. Et il lui dit, mais pourquoi tu dis ça ? Non, pas du tout. Et en fait, c'est la mère d'une amie à elle qui avait dit qu'elle est une mauvaise influence pour sa fille, parce qu'elle est influencée par Mike, qui est gay. Et donc, ça fait toute une histoire, et je trouve que ce que j'aime beaucoup là-dedans, donc c'est, outre l'histoire déjà qui est extraordinaire, parce qu'on a vraiment différents niveaux de lecture, il y a aussi l'évolution de Yaechi, et on a des panels où Yaechi est vraiment en introspection, c'est-à-dire qu'il va y avoir les moments où il est avec tout le monde, et tiens voilà, j'ai trouvé le panel où on parle de la mauvaise influence. Donc là, il va croiser la mère de la fille qui a dit à sa fille que tu es une mauvaise influence pour ma fille. Et là, d'un coup, ils se rencontrent. Elle m'a ignorée, elle m'a pas dit bonjour alors qu'on est voisins. C'est la mère de l'amie de ma fille. Et là, il va rentrer en introspection, donc très rapidement, juste sur cette case-là. Et il va se poser des questions, mais qu'est-ce qui se passe ? Donc là, par exemple, il imagine la scène de comment ça s'est passé, comment on a annoncé à sa fille « Tu es une mauvaise influence pour moi, c'est ma mère qui me l'a dit ». Et il va se poser plein de questions. Et finalement, au bout du 4e tome, il y a une vraie amitié qui s'est liée entre lui et Mike, et on sent qu'il a évolué. Au début, il voulait pas l'accueillir presque, enfin il était gêné, et à la fin, au moment de partir, on sent qu'il a envie que Mike reste un peu plus. Et je trouve ça génial, parce qu'il y a une évolution de personnage qui est extraordinaire. C'est vraiment très bien narré, je trouve. Et outre ça, j'aime aussi beaucoup justement les deux niveaux de lecture qu'on a, qui peuvent être représentés avec deux styles de dessin. Donc je vais vous passer, si vous voulez feuilleter. Bon, malheureusement, j'ai que 3. Le premier, je l'ai passé à un ami. Il n'y a pas de souci. Et en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a vraiment 2 styles de dessin, avec un style super mignon, kawaii, quand c'est vraiment Kana qui est le centre d'intérêt, on va dire, et un côté très homme et viril, quand on a justement le côté de Yaechi. Alors là, c'est le tome 3, où on sent déjà qu'il y a une belle évolution dans le personnage, et je trouve ça génial, en fait, ces 2 styles de dessin qui finalement font 2 styles de narration un peu différents, entre la naïveté de l'enfant qui est juste comme l'amour c'est beau, peu importe qui tu aimes, en fait c'est beau d'aimer, et le style du père qui est vraiment en introspection très souvent. Il se pose des questions pour sa fille, il se pose des questions pour lui, en fait il se questionne tout le temps sur justement l'influence que Mike va avoir sur sa fille, et puis il se rend compte, mais en fait ma fille a raison, l'amour c'est beau, peu importe qui tu aimes c'est beau. Et il y a tellement de sujets qui sont abordés. Et ce que j'aime aussi beaucoup, ce que je salue, c'est que l'auteur a fait, alors il me semble qu'il y en a dans chaque tome, des petits moments où c'est les cours de culture gay de Mike. Donc là, par exemple, on a petit cours de culture gay numéro 8 by Mike, le outing. Et donc là, il va expliquer des petits termes justement sur la culture gay. Donc par exemple, il me semble que c'est dans le tome 2, je sais pas qui c'est celui-là. Donc là, il a le drapeau LGBT sur son t-shirt. Et le premier cours qu'on va avoir dans le livre, c'est... donc sur la couverture, j'ai ce drapeau, ces couleurs, qu'est-ce que ça signifie, comment ça a été créé. Il y a vraiment des cours d'histoire gay en fait, avec... Enfin, je trouve ça intéressant, plein de termes qui sont utilisés maintenant en fait dans la culture courante et qu'on comprend pas toujours. Par exemple, bon, je pense que le drapeau c'est assez connu, peut-être que oui. Le drapeau, oui. Mais là, il y a vraiment l'histoire du drapeau, par qui il a été créé, en quelle année, comment, pourquoi. Ah, il y a vraiment tout un historique. Oui, c'est ça. Donc là, par exemple, c'est ça, petit cours de culture gay by Mike, Rainbow Flag. Donc c'est en anglais parce qu'il est canadien. Mais c'est écrit en français. Donc sur le t-shirt que je porte sur la couverture de ce manga,
vous pouvez voir un arc-en-ciel. On l'appelle le Rainbow Flag, drapeau arc-en-ciel. Il est symbole de la fierté LGBT. Donc là, il explique ce que ça veut dire. Donc lesbienne, gay, bi et transsexuel. Donc maintenant, le terme a un peu évolué, c'est LGBTQI+. Et on l'appelle également le Pride Flag, donc le drapeau de la fierté. Et il explique un peu les différentes couleurs, pourquoi elles ont été choisies, en quelle année. Donc le premier design a été daté du 25 juin 1978 à San Francisco. Et c'était à l'occasion de la première Gay Pride, je crois. Et enfin, je trouve ça génial, en fait. Ça mêle beaucoup de choses. Et je trouve que c'est un livre qui est super parce que tu peux le lire peu importe ton orientation sexuelle, déjà, il est pas dirigé vers un public particulier. Tu peux le lire peu importe ton âge, même si c'est vrai qu'il est plus classé adulte. Mais comme il y a 2 niveaux de lecture dedans, je pense qu'un adulte peut en parler après à un enfant, puisqu'il y a Kana justement qui représente le côté vraiment infantile et naïf de la vie, de la découverte de tout ce qui est amour, préjugés, etc. Elle ne connaît pas puisqu'elle a à peine 5 ans. Et ce que j'aime beaucoup dans ce livre, c'est ça, c'est les différents niveaux de lecture, les parallèles que j'ai pu faire, en tout cas en tant que martiniquaise, avec notre propre culture, bien que il y a 12 heures de décalage entre la Martinique et le Japon. Mais finalement, on a une culture qui se ressemble tant, je trouve ça génial. Et je pense que c'est un livre qu'on peut vraiment offrir à n'importe quelle personne qui a des préjugés, par exemple, sur l'homosexualité, justement, parce qu'il peut se retrouver un peu dans le regard de Yeichi, qui est ouvert d'esprit. Dès le départ, il est ouvert d'esprit, mais c'est vrai qu'il y avait quand même beaucoup de préjugés au départ. Et je trouve qu'il y a beaucoup d'évolution, parce que, donc, dedans, on va rencontrer Mike, qui est un homosexuel assumé. Yaichi, qui est le frère d'un homosexuel qui est parti finalement au Canada s'exiler pour assumer son homosexualité. On a aussi un jeune garçon qui va dire pour la première fois qu'il est homosexuel à Mike, parce qu'il a entendu parler du tonton homosexuel de Kana et il se dit mais personne ne me comprend, il y en a... Parce qu'au Japon c'est vraiment très tabou, même plus qu'en Martinique, à tel point que même entre homosexuels, des fois, ils ne savent pas qu'ils sont de la même orientation. Et en tout cas, dans les petits villages. Et je trouve ça génial, en fait, comment tous ces sujets sont traités et amenés. Et avec légèreté, finalement, et sérieux. Enfin, ouais. En tout cas, chose très intéressante, effectivement, tu nous as montré que le manga, c'est pas... forcément, puisque moi, le manga, c'est, comme tu as parlé tout à l'heure de Dragon Ball Z, je suis d'une génération qui a connu Chevalier du Zodiaque, donc pour moi, manga, c'était ça. Et comme quoi... Et non, il y a tout un monde. Oui, effectivement. De la même manière, une bande dessinée classique, il n'y a pas forcément un thème particulier ou bien un type d'histoire. Il y a une multitude. Le manga, c'est juste une bande dessinée japonaise et les auteurs font des choix. Donc, effectivement. Et par contre, la surprise que j'ai eue, je ne m'attendais pas à cette comparaison entre le Japon et la Martinique. Oui. Enfin, je trouve, mais il me semble qu'il y a quelqu'un, justement, un Martiniquais qui était parti vivre au Japon, malheureusement, j'ai pas son nom en tête, et qui était écrivain ou artiste, qui a écrit... Peut-être. Ouais. Vous voyez duquel je parle. Et il a écrit justement un recueil de nouvelles où il fait le parallèle entre le Japon et la Martinique. Et finalement, il est mort au Japon, si je me souviens bien. Et si peut-être vous avez le titre en tête. Non, je ne me rappelle plus. Non. On pourra rechercher, il n'y a pas de souci. Ce que je trouve intéressant et audacieux dans ta présentation, je trouve que parler d'homosexualité, c'est une bonne chose aujourd'hui. Mais surtout, je le dis parce que la question de l'identité individuelle de chacun et sa construction, c'est important. Et qu'on en parle autour d'une table, je trouve que ça, c'est déjà faire une certaine preuve de courage et d'amener nos jeunes et nos moins jeunes à en parler, c'est important. Parce que tu as parlé d'initiative, voyage initiatique, mais c'est aussi un voyage initiatique pour construire son identité. Et bon, à travers ce genre littéraire, parce que pour moi c'est un genre littéraire comme un autre, à part entière. À part entière, je trouve ça aussi très intéressant. D'accord.
Et justement, ce que j'aime bien dans le manga, c'est que ça reste assez abordable. C'est-à-dire que, bon, j'ai vraiment des amis qui n'aiment pas lire, ils me disent même une BD, je ne peux pas. Mais en général, alors je sais pas, toi qui me dis que généralement t'aimes pas lire, est-ce que t'aurais envie de découvrir ce manga? Est-ce que Oui, parce que déjà les mangas, ça m'intrigue toujours, puisque on lit à l'envers. Et j'ai déjà lu des mangas, j'ai bien aimé. Et oui, pourquoi pas. Moi, je dis pas non. Et c'est ça que je trouve génial, c'est qu'avec le manga, justement, on peut parler de tout. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des mangas sur tous les sujets possibles et imaginables. Et ça reste très accessible parce qu'il y a quand même beaucoup de dessins. Justement, dans celui-ci, donc j'ai parlé uniquement du dessin des personnages, mais il y a aussi des trames extraordinaires. Donc, par exemple, là, ils sont en visite dans un espace avec des... Donc, onsen, c'est des bains chauds. Et donc, il y a tout le côté culturel qui est extrêmement bien dessiné. Et... Enfin oui, je trouve que c'est complet en termes... c'est-à-dire qu'il peut y avoir vraiment, comme là, des planches où il n'y a aucune lecture, c'est juste de la découverte visuelle, c'est ça. Oui, en tout cas, cela montre que la bande dessinée est un art littéraire, c'est un style littéraire qui est propre. De la même manière, il y a des romans, il y a des essais, il y a des nouvelles. La bande dessinée, et puis surtout ce côté que tu as mis en évidence, niveau de lecture. Et c'est pareil pour les romans, puisque je me rappelle qu'il y a des romans que j'ai étudiés en 6e, il y a d'autres que j'ai étudiés au lycée, le même roman, et pourtant le regard, l'approfondissement est différent. Donc, c'est comme on le disait tout à l'heure, donc on n'était pas encore en antenne, mais les Disney par exemple. Oui. Je sais pas, on a tous regardé les Disney et pleuré devant les Disney étant petits, et quand tu les regardes maintenant, il y a des choses qui n'ont rien à voir, t'as l'impression que c'est une autre histoire. C'est vrai. C'est parce que nous sommes des personnes en construction et il y a des choses qui évoluent. En tout cas, je voudrais vraiment vous remercier toutes les trois pour ce moment que vous avez passé avec nous, avec moi. Donc, j'étais très honoré de votre présence à chacune. Donc, en tout cas, Marie-Laurence, je te remercie. Merci d'être passée et merci de nous montrer que la philosophie, c'est quelque chose qui peut être accessible en faisant un petit effort. Donc, merci beaucoup. Merci Naomi pour ton premier passage. Nous espérons que ce ne sera pas le dernier. En tout cas, c'était un plaisir, cet enrichissement dans le désert qui n'a pas de trésor, mais qui est un trésor. Moi, c'est ce que je retiens. Et puis, Ambre, toujours un plaisir de passer du temps avec toi. J'avais réfléchi sur cette comparaison, approfondir cette comparaison Japon-Martinique parce que je sais que le Japon est une grande île, mais effectivement par tes explications, je me suis dit effectivement. Donc je vais approfondir toutes ces choses-là. Avec plaisir. Et avec l'auteur? Avec Gabriel Antchop. Avec Gabriel Antchop. Oui, qui était mariée une japonaise. Oui, c'est ça. Gabriel Antchop va nous faire cette passerelle entre le Japon et la Martinique. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis. Si, comme Marie-Laurence, comme Naomi, comme Ambre, vous désirez partager une lecture avec nous, c'est possible. C'est possible de venir sur le plateau. Donc, vous avez simplement à composer le numéro qui va s'afficher. Donc, pour nous rejoindre dans Plaisir de lire, le 06 96 19 41 13, vous présentez le livre que vous voulez. Elles ont choisi leur livre, elles ne se sont pas concertées. Vous présentez, vous appelez, et ce sera avec grand plaisir qu'on va vous recevoir sur ce plateau un de ces jours, un mercredi sur Zouk TV. Donc, nous vous souhaitons une bonne semaine et nous vous disons à la semaine prochaine, mercredi prochain à 15h, sur Plaisir de lire dans Zouk TV.